Bonjour Marie-Pierre Védrenne. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Nous allons évoquer avec vous les manifestations des agriculteurs qui se poursuivent encore ce matin sur la 64, les vœux d'Emmanuel Macron, mais aussi le fléau du protoxyde d'azote consommé au volant. Ce sera peut-être le cas, disons-le, pour certains ce soir. Réveillon du Nouvel An, on va parler de cet aspect protoxyde d'azote. Avant cela, l'aspect sécurité. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés sur le territoire, dont 10 000 à Paris. C'est quoi le message que vous passez? C'est fermeté, pas de tolérance? Le message, c'est faire en sorte que cette soirée de festivité, qui doit être justement un moment festif, se passe bien. Inviter les Français à pouvoir célébrer dans de très bonnes conditions ce changement de nouvelle année. Donc c'est un message de fermeté, par contre, pour ceux qui veulent justement troubler cette soirée qui doit rester. Qu'est-ce que vous redoutez le plus ? Qu'est-ce que vous redoutez le plus ? Est-ce que c'est la menace terroriste qui est encore sur la pile de vos priorités ou, par exemple, des actes de délinquance plus classiques peut-être ? La menace terroriste, elle reste élevée et permanente malheureusement en toutes circonstances de l'année, mais bien évidemment, le soir d'un 31 décembre, nous avons une vigilance particulière, la DGSI, les services de renseignement, donc c'est quelque chose qui n'est jamais malheureusement à écarter. Et effectivement, l'objectif aussi d'un 31 décembre, c'est de prévenir toutes les violences urbaines. Donc là aussi, c'est évidemment un travail qui est mené par les forces de sécurité. Vous dites que la menace terroriste reste élevée. Quel est le risque principal ? Une voiture qui foncerait sur la foule Écoutez, je pense que malheureusement, les Français et les Françaises, depuis de très nombreuses années, connaissent la menace terroriste. Elle avait, il y a une dizaine d'années, des formes justement très violentes. Et puis, on l'a vu évoluer, effectivement, avec parfois des passages à l'acte d'individus, justement. Donc, les services de renseignement, la DGSI, ont tout le temps été mobilisés au cours de l'année. Ils ont déjoué des attaques terroristes et je les en félicite, je leur remercie de leur travail au quotidien. Moi, j'invite les Français, effectivement, à être vigilants lors de rassemblements dans l'espace public. Mais bien évidemment, l'objectif est d'avoir aussi une célébration qui se fasse dans la joie. Alors, cela se fait aussi dans un contexte de Coupe d'Afrique des Nations. Avec ce soir, il y a un match de l'Algérie qui est à 17h. Est-ce que ça, dans un contexte où il peut y avoir des supporters, y compris sur les Champs-Élysées, est-ce que ça appelle à une forme de vigilance de votre part ? Alors, la Coupe africaine des Nations, bien évidemment, a amené à ce qu'il y ait différents Français, différents aussi binationaux, à célébrer la victoire de leurs équipes. Bon, moi, ça me paraît légitime, naturel, normal, dès l'instant que ça se fait dans le respect de l'ordre public. Donc oui, il y a un match ce soir. Nous avons une vigilance normale, particulière, bien évidemment, parce que pour éviter des troubles à l'ordre public, mais pas plus spécifique que d'autres événements. Adrien, vous parlez tout à l'heure, et vous êtes en charge de la sécurité routière, du protoxyde d'azote qui explose avec la possibilité que certains inhalent ce gaz hilarant qui est normalement réservé à des industriels avant de prendre le volant. Est-ce qu'il y aura ce soir des sanctions particulières, puisqu'on sait que cette soirée est particulière et vous y faites allusion, et peut-être aussi des contrôles spécifiques sur cette question du protoxyde d'azote ? Alors déjà, je pense qu'il faut nommer les choses vis-à-vis du protoxyde d'azote. On l'appelle effectivement généralement gaz hilarant. Je pense qu'il faut rappeler tout d'abord, avoir un message de prévention, de dire que ce n'est pas un gaz hilarant. C'est un produit qui est détourné justement, qui est à la base, chantilly, normalement. Exactement, la chantilly sont des domaines de santé et que des jeunes, parfois moins jeunes, mais beaucoup de jeunes inhalent pour justement peut-être les effets hilarants qu'il peut avoir. Et les effets justement aussi sont dramatiques, peuvent causer la mort, avec des effets neurologiques qui peuvent être quand on sur prend, la quand on prend la route. motricité. Exactement. Donc je crois qu'il faut déjà nommer les choses, dire clairement aux jeunes ce qu'ils risquent. Donc ça, c'est évidemment notre rôle d'avoir des campagnes de prévention beaucoup plus chocs pour expliquer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? On a vu l'augmentation de ce fléau, donc il y a des municipalités, mais aussi des préfectures qui ont pris des arrêtés. À l'heure actuelle, le cadre législatif, à mon sens, n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment Alors, pardonnez-moi, strict. juste vous parliez, on va y revenir, mais vous parliez des préfectures qui ont pris des arrêtés, effectivement, Haute-Savoie, Meurthe-et-Moselle, préfecture de police de Paris également. Il y a combien de départements à l'heure actuelle qui ont pris ces arrêtés ? Vous avez une idée ? Il y a une dizaine de départements qui ont pris des arrêtés. Il y a aussi des municipalités qui en ont pris aussi, même certains, je pense par exemple à Mulhouse, qui l'avaient Ils fonctionnent ces arrêtés, ça sert à quelque chose ? Alors, ils fonctionnent, mais la difficulté, c'est justement, ils fonctionnent sur certains aspects, notamment sur le transport. Le cadre législatif n'est pas, ou sur la vente à direction des mineurs. Mais le cadre législatif étant trop faible jusqu'à présent vis-à-vis de cette qualification, vous le rappelez, du protoxyde d'azote qui est
utilisés dans d'autres fonctions, c'est là où on doit faire absolument évoluer la loi. C'est-à-dire, comment on peut faire évoluer la loi ? Aujourd'hui, consommer du protoxyde d'azote au volant ne veut pas dire, en cas d'arrestation, garde à vue automatique. C'est ça que vous voulez rendre automatique, par exemple ? L'objectif, c'est véritablement de faire une prise de conscience, justement, sur ce fléau et de faire en sorte que le protoxyde d'azote... Jusqu'à présent, effectivement, il est en accès libre. Là, c'est de changer sa qualification juridique, de le qualifier de produit de stupéfiant. C'est ça l'enjeu. Donc, il y a un projet de loi qui a été adopté à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Notre volonté, avec le ministre Nunes, ça serait de repartir du projet de loi du Sénat qui ne vise pas une interdiction totale, mais qui vise justement à l'encadrer et à travailler. On ne peut pas vendre de produits stupéfiants théoriquement quand même. Exactement. Justement, l'envoyer. Il y a des gens qui en ont besoin. Après, l'objectif, c'est justement de faire en sorte que sur le transport, sur sa consommation, sur sa vente, bien encadrer les choses. Parce qu'on le sait bien aussi, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe ? Le protoxyde d'azote, c'est un produit qui est facilement accessible pour les jeunes, qui est très peu cher et qui est aussi... Moi, je suis maman d'une adolescente. Le protoxyde d'azote, ça ne se sent pas. Quand vous êtes parent, par exemple, vous ne soupçonnez pas en quelque sorte que votre enfant par exemple, le cannabis, contrairement à d'autres produits. Donc, il faut créer justement ce cadre véritablement pour encadrer et pour faire en sorte que les jeunes n'en consomment plus. Pour bien comprendre ce que le gouvernement souhaite faire, c'est-à-dire interdiction donc pour les jeunes, donc pour les mineurs, on imagine, dans tous les cas. Alors, nous travaillerons justement sur la reprise du projet de loi du Sénat. On va y travailler, on sera amené à l'amender. Mais là aussi, il y a un travail faudra quelque part montrer peut-être une forme de carte professionnelle pour pouvoir en acheter, c'est des débats que nous aurons aussi avec la représentation nationale. Mais moi, je pense à titre personnel qu'il nous faudra justement être très dur et qu'à côté de cette évolution législative, il faut dès maintenant mener des campagnes de prévention très choc pour expliquer les risques. Sauf qu'on pourra vous dire aussi, le protoxyde d'azote, et j'ai regardé sur Internet ce matin, c'est possible d'en acheter sur tout un tas de plateformes. Bien évidemment. Qui ne sont pas forcément en France. Parfois, les réseaux sociaux... Alors, vous avez parlé à une ancienne députée européenne et on le voit bien, la production aussi du protoxyde d'azote, elle est souvent faite en Pologne, donc avec la libre circulation en plus du marché intérieur. Effectivement, c'est un produit qui est facilement accessible. Donc c'est ce que je vous disais, l'enjeu, c'est à mon sens de ne pas avoir une interdiction totale, c'est changer la qualification, c'est bien travailler sur l'encadrement, à la fois justement sur la vente, à la fois sur le transport, pour pouvoir justement être véritablement efficace. Mais oui, dans votre question, vous soulevez de toute façon l'enjeu de la mise en place après concrète et effective. Est-ce que la consommation de protoxyde d'azote doit être une forme de circonstance aggravante dans le cadre des homicides routiers ? On sait que les décrets, ou en tout cas les arrêtés qui précisent tout ça, n'ont pas encore été pris. Est-ce que c'est ce que demandent certains ? Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'en circonstances aggravantes, vous avez la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants, vous avez évidemment la vitesse. Donc, on le voit bien, effectivement, que le protoxyde d'azote... Malheureusement, on a vu effectivement des drames. J'ai une pensée pour la famille de Mathis, avec le ministre Nunes, avec le garde des Sceaux. Nous avions reçu sa maman et son avocat. Donc, bien évidemment qu'aussi, à raison, les victimes de ces drames demandent de faire évoluer la législation. Donc, moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut véritablement faire évoluer la législation. Donc, pardonnez-moi, pour être très précis sur ce sujet, vous estimez que dans les arrêtés, parce qu'il y a des personnes, par exemple, comme Yannick Aleno, qui le demandent, qui disent qu'il faut que ce soit considéré ça fasse partie des circonstances aggravantes de l'homicide routier. À titre personnel, je le pense, parce que quelle est la conséquence en fait quand vous avez c'est comme si vous fermiez les yeux au moment où quand vous êtes en train de conduire. On se doute bien sur quel drame ça peut produire. Il y a encore actuellement sur nos routes beaucoup trop de morts ou de blessés. Et conduire en ayant consommé du protoxyde d'azote, c'est mettre bien sûr sa propre vie en danger, mais c'est mettre la vie des autres en danger. Et ça, c'est pas acceptable. La route, ça doit être effectivement synonyme de sécurité, de liberté, mais certainement pas vie brisée. Et malheureusement, la consommation de protoxyde d'azote au volant, ça conduit à des vies brisées. Alors, autre dossier, celui de la mobilisation des agriculteurs. On parlait tout à l'heure de la mobilisation et des barrages toujours en cours, notamment autour de l'autoroute A64. Je rappelle que dans le sud-ouest, près de 62% des bovins ont été vaccinés contre la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Est-ce que ces blocages seront empêchés spécifiquement alors qu'on va s'approcher d'un week-end de retour, notamment vers les grandes métropoles? Est-ce que vous allez demander aux forces de l'ordre de lever ces blocages, ou au contraire, est-ce que vous continuez de dire souplesse et tolérance pour les agriculteurs ? Déjà, je tiens à dire aux agriculteurs que bien évidemment, l'ensemble du gouvernement
comprend la difficulté dans laquelle il se situe. À la fois, effectivement, la dermatose, et vous avez rappelé justement l'action pour faire en sorte que la vaccination continue de se déployer. Il y a d'autres facteurs extérieurs, je pense au Mercosur, je pense à la situation économique, je pense au budget de négociation de la PAC, et on comprend la difficulté du moment. Bien évidemment, vous l'avez rappelé aussi, il y a eu une tolérance qui a été mise en place, une certaine souplesse qui a été accordée. Est-ce que tolérance et souplesse ne veulent pas dire traitement de faveur ? Non, l'objectif, c'est par contre, et le ministre Nunez a été très clair depuis le début, les nouveaux blocages ne sont pas acceptables. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le terrain concrètement ? Les préfets sont engagés dans des discussions, parce que c'est vraiment un enjeu de dialogue aussi avec les agriculteurs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveau blocage. Donc ça veut dire que là, ce matin, pardonnez-moi Madame la Ministre, mais le blocage qui est en cours du côté de Tarbes sur l'autoroute A64, les forces de l'ordre vont intervenir. Le message du ministre Nunez a été très clair vis-à-vis de nouveaux blocages. Nous ne les acceptons pas. Alors, il y a aussi quand même ces images de plusieurs policiers mettant en joue un agriculteur au volant de son tracteur. C'était ce week-end à Auch, dans le Gers. Évidemment, des images très frappantes. Hier, Laurent Nunez a annoncé qu'il ne saisirait pas l'IGPN, donc la police des polices. Mais quand même, mettre en joue un agriculteur, je précise que le tracteur est à l'arrêt, ça vous semble complètement conforme aux règles ? Écoutez, je pense qu'il faut effectivement déjà éviter des discours de certains qui voudraient opposer le monde agricole aux forces de l'ordre. Ça, on le voit quand même, cette petite tendance, cette petite musique qui est sur les réseaux sociaux. Moi, ça, j'aimerais le dire. Je pense que ça, ce n'est pas acceptable. Le ministre Nunez a effectivement dit qu'il ne saisirait pas l'IGPN. Ça n'a duré que quelques secondes. Les policiers se sont sentis menacés et ont demandé justement aux agriculteurs par un tracteur à l'arrêt. Ils se sont sentis menacés. Mais ça n'a duré que quelques secondes. Et dès que ça a été stoppé, justement, les armes ont été rangées. Et la situation est redevenue dans un esprit justement de dialogue. Vous comprenez que ça puisse émouvoir quand même, ce genre d'image ? Je peux comprendre, mais je pense qu'il y a aussi, au moment de cette situation, un émoi qui a eu lieu de la part des policiers. Eux aussi ne veulent pas être mis dans cette situation. Vous dites qu'ils se sont sentis en danger, quelque part. Ils se sont sentis menacés, oui, je le pense profondément. Donc, maintenant, l'objectif est de faire en sorte, je le redis, de ne pas opposer les uns et les autres, de retourner justement à une situation plus calme, plus apaisée. Nous comprenons la situation dans laquelle se situent les agriculteurs. Nous travaillons justement à faire en sorte, précisément sur la dermatose, de déployer les vaccins et de pas nier justement toutes les difficultés qui sont liées aussi à certains territoires. Moi, je vis en Bretagne, j'échange beaucoup avec les agriculteurs, mais on sait qu'il y a certaines régions qui sont encore plus en difficulté et en souffrance. Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Vous restez avec nous. On se retrouve dans une minute, juste après l'essentiel de l'info, avec Maureen Suignard. Il n'y aura pas de concert sur les Champs-Élysées à Paris ce soir, événement annulé pour des questions de sécurité, mais il y aura bien le traditionnel feu d'artifice pour le passage en 2026. Des milliers de personnes attendues, 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour cette soirée. Des agriculteurs sont toujours mobilisés dans le sud-ouest. La circulation reste perturbée sur une partie de l'A64 près de Tarbes, au niveau de Caser et près de Pau. Les nouveaux blocages ne sont pas acceptables, affirme à l'instant sur France Info la ministre déléguée au ministère de l'Intérieur. Ces agriculteurs s'opposent à l'abattage des bêtes en cas de dermatose nodulaire détectée dans l'élevage. Par ailleurs, la vaccination avance. 62% des bovins ont été vaccinés dans le sud-ouest. Une nouvelle vague de contestation en Iran. Les étudiants, principalement à Téhéran, ont rejoint le mouvement social contre la vie chère et la dégradation de la situation économique. Depuis dimanche, des Iraniens manifestent et s'opposent aussi au régime. Le président s'est dit à l'écoute des revendications légitimes. Et puis le Sénégal valide son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays finit premier de son groupe et évitera donc l'Algérie. La Tunisie poursuit aussi la compétition. France Info. Le 8-30 France Info, Paul Barcelone, Adrien Beck. Toujours avec Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Vous êtes numéro 2, place Beauvau. L'occasion de vous reparler de ce dossier qui a là encore beaucoup ému cette semaine. L'agresseur de 3 femmes dans le métro vendredi dernier à Paris avait été naturalisé français en 2018. Un passeport a été retrouvé chez lui dans le cadre des perquisitions et donc de l'enquête qui ont été menées après ces agressions. Selon vos services, il était pourtant sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Comment une telle erreur administrative, comment une telle défaillance au sein de vos services a-t-elle été possible ?
Déjà, je voudrais adresser des mots à l'attention des victimes de ces attaques dans le métro. Qui ont été blessés. Qui ont été effectivement blessés. Je reprendrai les mots du ministre Nunez, effectivement, à savoir qu'il y a eu un dysfonctionnement. C'est-à-dire que oui, nous avons donc là, en l'occurrence, un agresseur qui était placé sous OQTF parce qu'il était connu des services en tant que seulement malien. Il avait été condamné par la justice. Il avait été condamné, il avait été placé en centre de rétention administratif. Il était identifié comme étant malien. C'est au moment où jamais il n'a fait mention de sa nationalité française, alors qu'il est effectivement par filiation de nationalité française. Et son passeport a été seulement retrouvé au moment de la perquisition suite à ces agressions dans le métro. Je peux comprendre que beaucoup de Français s'interrogent en se disant sur la mais manière dont un homme échappe au radar de cette manière. Que s'est-il passé ? Donc effectivement, le ministère de l'Intérieur maintenant doit faire la lumière sur ce qui s'est passé. Pourquoi et comment un homme de nationalité française qui a disposé d'un passeport et d'une carte nationalité française a pu être placé sous QTF. Ce qui, par contre, et je tiens à être très clair aussi sur ce point, il n'empêche, ça n'enlève rien vis-à-vis de la gravité des faits qui ont été faits. Par contre, évidemment, ça doit nous interroger sur pourquoi, en fait, il n'a pas été perçu avant qu'il disposait bien d'un passeport. Parce que normalement... On n'est donc pas capable de savoir qui a la nationalité, qui peut être sous OQTF. Il y a le registre du coup, de toutes les personnes françaises qui ont justement la carte nationale d'identité ou un passeport. Donc l'enjeu maintenant est de déterminer est-ce que ce registre a bien été consulté, pourquoi justement ça n'a pas été vu, qu'est-ce qui s'est passé. Donc oui, maintenant on doit faire la lumière concrète, précise, sur ce qui s'est passé. Un mot toujours sur le sujet de l'immigration. Les informations du Figaro nous disent que les naturalisations sont en baisse en 2025 après la circulaire Retailleau qui avait durci les règles pour acquérir la nationalité. Est-ce que vous confirmez que ces naturalisations diminuent ? Alors effectivement, il y a eu des baisses. Je pense qu'il faut voir les choses aussi de manière un peu plus globale sur ce sujet-là. Quelle est la logique portée par le gouvernement ? Il y a la volonté, effectivement, de dire que il y a des personnes en situation irrégulière qui arrivent sur notre territoire. L'objectif, et notamment, c'est l'application aussi des règles européennes, où nous aurons cette année à transposer le pacte migration et asile en droit français. Faire en sorte que des personnes qui rentrent en situation irrégulière sur notre territoire, qui n'ont pas à bénéficier de la protection d'asile, soient reconduites. C'est tous les travaux que nous menons aussi actuellement à l'échelle européenne. C'est la question des OQTF c'est effectivement aussi qui sont toujours exécutés à peu près à 10%. Mise en œuvre. On est, à l'heure actuelle, l'État européen qui exécute le plus d'OQTF. Pour autant, mais pas assez à votre goût. C'est pas satisfaisant, c'est pas suffisant. Vous fixez toujours pas d'objectif de réalisation des OQTF. L'objectif, c'est 100%, c'est impossible. Non, il faut véritablement transposer le droit européen dans notre législation. Et puis, il faut créer les bonnes conditions de mise en œuvre avec les États tiers. Vous savez que pour pouvoir exécuter une OQTF, il faut un laissez-passer consulaire. Donc il faut s'engager aussi avec les États tiers. On le sait, il y a certains États tiers avec lesquels ça peut être plus compliqué. L'Algérie, par exemple. Par exemple, mais il y a d'autres États aussi. Donc il y a des conventions bilatérales qui sont nouées, il y a des vrais travaux. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est s'engager avec nos partenaires européens. Parce que l'objectif qu'on fait passer aussi avec le ministre Nunez sur notamment notre frontière au nord, c'est d'expliquer à nos partenaires que c'est aussi une frontière européenne. Et donc engager la frontière aussi... avec la Grande-Bretagne. Exactement. C'est d'engager aussi les partenaires européens parce que c'est une route migratoire et on doit y répondre collectivement. Un dernier mot. Alors c'est certes évidemment un petit peu plus léger, mais la question peut quand même se poser. On a un acteur, un célèbre acteur qui a été naturalisé français, George Clooney, comme vous dites, what else, et sa famille. Alors, sauf qu'il reconnaît quand même lui-même qu'il ne parle pas très bien français. Moi, je pensais que c'était un critère pour être naturalisé. À titre personnel, je peux comprendre l'appréciation de certains Français sur ce sujet du deux poids, deux mesures. Il a bénéficié d'un passe-droit ? Je ne le mesure pas. Moi, très honnêtement, je le redis, là, je ne m'engage qu'à titre personnel. Vous n'êtes pas sûr qu'il n'en a pas bénéficié ? J'aimerais connaître l'entièreté, je vais voir l'entièreté de la procédure. Parce que je pense que c'est pas le bon message qui est envoyé. Moi, que George Clooney demande la naturalisation, je peux en être très fière. C'est très bien, il vit en France. Mais je crois qu'il faut faire attention au message qu'on peut envoyer. C'est-à-dire
il y a un sujet d'équité, à mes yeux, qui est absolument essentiel. Mais je redis, c'est un positionnement personnel. Merci beaucoup. Marie-Pierre Védrenne, vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Merci Paul Barcelone, restez avec nous.